Ordinateur. Hello, hello. Bonsoir, messieurs, dames. Salut Pitou. Salut Alexandre. Salut Franck. On va attendre que ça arrive un petit peu. Salut Alain. Salut. Ça va bien? Bah ouais, ouais. Ça fait plaisir. Tu vois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit truc là. Ouais, bah ouais, parce que j'étais reclus dans ma campagne, là. Bah là, tu y es toujours dans ta campagne. Mais c'est bon, Ouais, toujours. t'as pas une tête Là, d'ermite sortant de sa je grotte là. l'appelle, là. Passage à vide, mais alors ça va. T'as pas une tronche d'ermite qui sort de sa grotte là, ça va, c'est bien. Salut, on va attendre un petit peu. Donc pourquoi C'est je l'hiver, t'ai... il faut un peu de vitamine D, là. Donc, Ouais, bon. ça y est, ça arrive, là, les gens, ils arrivent. Salut Alexandre, salut Arnaud, salut Thierry, salut Christian, salut Totor Totor, salut les autres. Pourquoi je t'ai demandé de consacrer ta soirée à nous éclairer? Parce qu'on a fait, j'ai fait un truc avec Timo Vanek lundi, et Hum. comment dire, il a remis en cause pas mal d'idées préconçues qu'on peut avoir de la maintenance et du cycle de l'azote d'un aquarium récifal. Donc, je voulais avoir ton éclairage sur quelques points. Oui, Euh, enfin, attends, c'est remettre en cause. Ouais, remettre en cause, oui et non, mais si tu veux, il y a aussi qu'en biologie, c'est voilà, un peu le truc. C'est un peu tous les chemins mènent à Rome, tu vois, parce que tu as pas mal de voies métaboliques. Donc, d'un coup, on peut pas dire qu'il y a une solution, il peut y en avoir plusieurs, hein. C'est pas non plus, ouais, bonsoir. Il y a de l'écho, alors peut-être que j'ai pas coupé mon truc. Moi, j'ai pas d'écho pourtant. Tu as Euh, des mots qu'on parle, moi, j'en ai pas. j'ai pas d'écho, non. Vous avez de l'écho Non. encore là? J'ai pas d'écho, vous avez de l'écho, vous avez pas d'écho? Y a-t-il de l'écho? Est-ce que vous avez de l'écho? Oui, non, pas d'écho. Non, pas d'écho. Pas d'écho non plus. Bon, bah, s'il n'y a pas d'écho, on y va. Euh, moi, j'ai été étonné par un premier point. Après, on va revenir sur les trucs dont on a parlé là avant de se mettre sur le groupe. Euh, le cycle de l'azote, pour le résumer, on a ammoniac, nitrite, nitrate, dégradation des nitrates en azote gazeux et en oxygène. C'est ça. Ouais. D'accord. Pourquoi, à ton avis, en Europe, les tests d'ammoniac sont pas tellement développés? Parce qu'il semblerait qu'aux États-Unis, au démarrage d'un bac, ou peut-être même après, ils testent beaucoup l'ammoniac. Et Timo Vanek a insisté beaucoup sur ce test d'ammoniac. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Après, il faudrait voir aussi la précision des tests parce que il faudrait voir quelle gamme de mesures ils ont en nitrate, en ammonium, parce qu'il faut que ce soit assez faible en fait. Donc c'est vrai que si tu as un test ammonium qui démarre à 5 milligrammes, ça sert pas à grand chose. Il faut que ce soit entre 0 et 1 milligramme, quoi, 2 milligrammes. D'accord. Parce Donc, qu'au-dessus c'est toxique de toute façon, donc c'est vrai donc pour toi, qu'on peut. l'intérêt de tester l'ammonium en début de cyclage Ouais, de et puis bac. je pense qu'il y a la deuxième raison, si tu veux, c'est que euh, enfin, sauf en élevage. En élevage, en aquaculture, par exemple, on utilise beaucoup l'ammonium, par contre, hein. Mais en aquariophilie, si tu veux, les bactéries qui transforment l'ammoniac en nitrite, elles se développent beaucoup plus vite que nitrite en nitrate. Donc, on a beaucoup plus longtemps des nitrites on aurait de l'ammonium, en fait. Bah, Ah sauf oui, cas de pollution. Donc, tu vois. Mais pour le surveiller en continu, le problème, c'est qu'il faut un test qui mesure des faibles quantités. Sinon, ça sert pas à grand-chose. d'accord. Il faut Et que le est-ce seuil de que... détectation soit 0,1 milligramme presque, tu vois, Ouais, sinon pour que ce soit vraiment en ouais. routine. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est intéressant. Ça serait intéressant en récifal. Après, du coup, j'ai pas regardé les fabricants de tests pour voir si ça a changé, ou même sur Anna, je ne sais pas si ils ont un testeur ammonium qui est Je sais fiable pas. suffisamment. Je sais pas Mais si... l'ammonium, aussi, ce qui se passe avec l'ammonium, c'est que tu as un pic au moment de l'extraction des poissons. Parce qu'en général, on tue du poisson à heure fixe, ils se nourrissent pas toute la journée comme nous. Donc, logiquement, c'est quelques heures après ou une heure, ou Ouais. peut-être à Il y partir d'une a... heure et quelques heures, tu as Là, un petit pic d'ammonium. il y a Arnaud qui Donc, dit... il faut le mesurer au bon moment aussi. Ouais, Hein, si tu mesures. Arnaud, là, qui Ouais. dit... il pense qu'il le mesure parce qu'ils en rajoutent au démarrage du bac. Oui, ah bah, dans ce cas-là, effectivement, si tu utilises leur méthode
et que tu en rajoutes, là, c'est indispensable de mesurer, parce qu'il faut savoir ce qui se passe. Sinon, tu fais ça à l'aveugle, c'est un peu risqué, parce que surtout que l'ammonium est toxique pour les poissons. Donc, il ne s'agirait pas de mettre des poissons alors qu'il y a encore beaucoup d'ammonium. Donc l'ammonium, ça a remplacé la moule qu'on laissait pourrir il y a 25 ans dans les bacs, quoi. Oui, et c'est vrai que c'est mieux, parce que la boule, l'inconvénient, c'est que ça développe des bactéries hétérotrophes, donc qui vont concurrencer les bactéries nitrifiantes, c'est ça le problème. Parce qu'elles poussent beaucoup plus vite. D'accord. Donc, Il y si a, tu veux coloniser un support, en plus, si tu veux coloniser un support vierge avec des bactéries, si tu mets une moule, le support va se coloniser de bactéries hétérotrophes avant que tes bactéries nitrifiantes aient le temps de s'installer. donc cette méthode de rajouter de l'ammonium au départ, pour toi, c'est tout à fait Ah bah, valide, quoi. ah bah oui, c'est d'autant plus valide que de toute façon, c'est ce qu'on fait en aquaculture depuis 50 ans. Hein. En aquaculture, quand tu veux charger un système, tu balances pas, tu mets d'un seul coup, même si c'est des jeunes poissons que tu veux faire grossir, tu vas balancer d'un seul coup 300-400 kilos qui vont devenir 3-4 tonnes. Mais donc, tu es obligé de mettre, tu calcules le taux de nitrite et d'ammonium ou les deux, hein, pour que ça corresponde à la quantité produite par les 100 kilos de poissons que tu vas mettre dans le circuit. D'accord. Et comment on dose ce qu'on rajoute en ammonium au départ d'un bac? Bah, il faut avoir une solution mère, hein, parce que du coup, pour pouvoir rajouter quelques milligrammes par litre, pas plus, D'accord. une solution peut-être à, je sais pas moi, 100 grammes par litre, et puis t'en mets un millilitre enfin, pour faire le calcul, quoi. Voilà. Faut pas en mettre trop, parce que tu peux acheter de l'ammoniac pur, mais c'est hyper dangereux même pour nous, quoi. Moi, j'en ai acheté, parce que je vais utiliser, mais quand t'ouvres le flacon, t'as un mouvement de recul, c'est aussi fort que du chlore, hein, c'est dangereux à respirer. Donc, faut faire une solution diluée. D'accord. Ouais, donc Et une solution diluée légèrement acide, pour avoir de l'ammonium et pas de l'ammoniac. Parce que une solution concentrée, c'est de l'ammoniac, c'est pour ça que ça a des vapeurs d'ammoniac, ça c'est très toxique. d'accord. Bah, C'est mieux de faire donc diluer. ah, je t'entends plus, Alain. T'es là? Oui, je suis là, ouais. Ouais. Donc ce qu'on appelle le démarrage à l'américaine, où ils mettent des coraux rapidement et compagnie, ils lancent toujours le bac comme ça avec de l'ammoniac au départ, enfin de l'ammonium, et après ils attendent un peu les nitrites et pouf, ils... Oui, en fait, il fait le système qu'on utilise en aquaculture quand on est obligé de charger d'un seul coup un système avec beaucoup de biomasse de poisson d'un coup. Parce D'accord, qu'en aquaculture, tu ne commences pas avec 2 grammes et puis 100 grammes, tu balances tout de suite 20 000 ou 50 000 alevins. Donc, mine de rien, ça fait tout de suite des dizaines de kilos. d'accord. Ça, je savais pas tout ça. Là, il y a Alexandre Bucart qui dit solution de chlorure d'ammonium, il ne faut pas dépasser 3 à 4 milligrammes par litre de mémoire. Oui, oui, bah après, il faut faire le calcul pour, voilà, que ce soit avec la solubilité de l'ammonium, bah, là, je vais pas regarder vraiment, bah, c'est facile à retrouver, ça. D'accord, d'accord. D'ailleurs, tiens, à l'occasion, je te dirai ce que ça marche, mais comme maintenant j'ai installé ChatGPT sur mon téléphone, bah, ce serait marrant de tester avec ChatGPT s'il peut te faire le calcul, tu vois. Ah ouais, bah tu me diras, ouais, avec plaisir, C'est avec vrai, plaisir, parce que avec plaisir. il faut Euh, pas faire tout le calcul, là, des trucs compliqués, il ne pas, mais par contre, des trucs simples comme ça, normalement, il doit pouvoir te donner il connaît forcément la solubilité de l'ammonium, donc en fait, bon, je pense que ça devrait marcher, mais je te le dirai parce que c'est intéressant. d'accord. Docteur Tim préconise 2 milligrammes. Oui, et d'ordre de grandeur, parce que comme le pH de l'eau de mer est assez élevé, en théorie, c'est au-dessus d'un milligramme, c'est super toxique. Enfin, s'il n'y a pas de Et poisson, tu peux monter. ne jamais dépasser 4. Et... D'accord, Voilà, ok. 4, parce qu'au pH de l'eau de mer, il doit y avoir 25% de forme d'ammoniac qui est toxique. Donc, pour pas que ça dépasse un milligramme d'ammonium, non, d'ammoniac, pardon, il faut pas dépasser 4 milligrammes d'ammonium. Parce D'accord, que même l'ammoniac, si tu veux, même pour les bactéries, ça peut être toxique. Hein. Pour ça, pas toutes les bactéries, mais certaines, ça peut être toxique. d'accord. Et par contre, si À cause du pH de l'eau. ouais, par contre, il y a Vlad là qui dit, si on en met trop, ça fait l'inverse, ça ralentit le démarrage du bac. Oui, bah, c'est-à-dire que si tu en mets trop, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir trop de bactéries qui transforment l'ammoniac en nitrite, et du coup, il n'y aura plus la place pour que les bactéries qui transforment les nitrites en nitrates, qui poussent moins vite, se développent. En fait, c'est pour garder l'équilibre entre les dénitrifiants qui transforment juste l'ammoniac en nitrite et celles qui transforment le nitrite en nitrate, soit respecté. Même Ouais, s'il y en a qui transforment directement, qui font les deux, mais bon.
vois, c'est pour ça il faut rester dans les gammes raisonnables. Il y Tu a peux avoir Vlad trop de nitrite. qui il dit certains remplacent l'ammoniac par un couple de clowns. Ouais, mais c'est pareil, mais tu peux faire ça, mais un couple de clowns, tu n'auras pas autant de, pour avoir 1 milligramme d'ammoniac par litre, un couple de clowns, ça fera pas cette quantité-là. Et dans les déchets des poissons, tu auras aussi un peu de matière organique. Mais enfin, c'est mieux. En soi, c'est mieux, effectivement, que de laisser pourrir un truc, hein. Ouais, ça Mais revient. là, par contre, il faut juste que le clown puisse résister au taux de nitrite qui va suivre. Mais d'un autre côté, si c'est juste un couple de clown dans un bac de 300 litres, logiquement, il va résister, hein. Surtout Ouais, que, en plus, il y a quand même un avantage avec l'eau de mer, c'est que les poissons en eau de mer supportent mieux les nitrites que les poissons en eau douce, hein. ouais. Là, il y a Thierry qui demande est-ce que cela peut justifier que certaines bactéries à l'ouverture du flacon, ça sent l'ammoniac? Exemple, le microbe Lift. Bah, microblique, ça sent plutôt l'âge de zeste que l'ammoniac, je trouve. Bah, moi. Maintenant, c'est possible. Pour ces bactéries-là, c'est possible qu'il y ait un peu d'ammoniac. Mais moi, D'accord, dans microblique, c'est surtout celle qui faisait l'inverse, les anaérobies qui transformaient le nitrate, qui dénitratait. Celle-là, ça pue carrément le pourri, quoi. d'accord. En fait, moi, j'ai fait cette méthode sans le savoir. J'ai mis un couple de clowns tout de suite au départ. Et donc, bah, en respirant, comme dit Alexandre, il balance de l'ammonium, quoi. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on fait aussi en nous souvent, mais deux, trois guppies, voilà, pendant 15 jours, le temps que cycle se passe, et puis après, on rajoute de toute D'accord. façon. Il y a Vlad qui dit anecdote marrante, bien qu'un peu dégueulasse, certains pissaient, enfin urinaient dans leur bac pour avoir de l'ammoniac. Mais bon, Ouais, c'est oui, effectivement, parce que tu as qu'on appelle l'urée, effectivement, ça se dégrade. Bon, enfin, si tu fais ça dans le bac d'eau de mer, le problème, c'est qu'il faut pas brancher l'écumeur, parce que l'écumeur va virer l'urée par principe. tu Parce que étais la en pierre vivante, ça Eric. absorbe l'urée avec les protéines. Là, cette méthode-là, avec l'ammoniac, c'est juste en pierre inerte ou en roche de synthèse ou ça fonctionne aussi avec les pierres vivantes? Ah bah, c'est des nutriments, donc les bactéries qu'il y a sur les pierres vivantes profiteront des nutriments aussi, hein. Bah ouais, Mais enfin, c'est ce qu'il disait aussi, c'est que les pierres vivantes, c'est pas super efficace pour les nitrites, parce qu'en fait, ça percole pas à travers, c'est pas sous forme de petits graviers, il n'y a pas une grosse surface de contact. d'accord. Donc là, Et puis, du coup, il y a d'autres bactéries dessus. Par contre, elles fonctionnent indirectement, mais pas par ce moyen-là. C'est que si tu as une pierre avec des corallines, par contre, les corallines absorbent l'ammoniac avant qu'elles se transforment en nitrite. Donc, ça a un intérêt quand même, tu vois. Si, si elles ont beaucoup de corallines, mais enfin, au départ, c'est rare que les pierres aient énormément de corallines. à la coralline, ça absorbe l'ammoniac. Bah oui, c'est une algue. L'ammoniac, c'est comme les nitrates, c'est les deux sont utilisés par les algues comme source d'azote. Ah ben, je savais pas, merci de me l'apprendre. Ah bon, bah, je sais pas. C'est pas la peine de m'engueuler. Non, non, mais après, et certaines algues ont des préférences, mais normalement, les deux servent de nutriments. Et d'ailleurs, pour les algues, je ne sais plus, pour les algues de mer, parce qu'on met plutôt des nitrates, en fait, parce que l'ammoniac, c'est lui, des problèmes de toxicité si tu mets en grosse quantité. En aquaculture, quand tu fais un milieu nutritif, tu mets pas de l'ammoniac, parce que euh, les nitrates, tu peux mettre la dose pour faire cultiver tes algues pendant 1 mois. Si tu mettais la même dose en ammonium, ça pourrait être toxique. On fait pas, surtout que avec la photosynthèse, comme les algues sont en grosse quantité, le pH peut remonter pendant la phase humideuse pour intoxiquer tes algues. Mais à faible dose, les algues utilisent aussi bien l'ammoniac que les nitrates, et les plantes terrestres aussi d'ailleurs, hein. Alors, Hmm. par exemple, tu as les herbes, ton gazon, il préférera utiliser un peu plus d'ammoniac que de nitrate, hein. Donc, les engrais pour gazon, en général, sont plus riches en ammoniac qu'en nitrate. Voilà, il y a des petites Et différences comme ça. les algues en aquarium, lesquelles se préfèrent les nitrates, lesquelles Ben, on a préfèrent... quand même, comme il y a des poissons, on prend pas de risque, on met des nitrates, parce que si les gens font une fausse manœuvre, ils mettent le double ou le triple de la dose, avec des nitrates, c'est pas gênant, avec de l'ammoniac, tu risques de flinguer tes poissons. Et puis, de toute façon, si tu mets de l'ammoniac, si c'est pas absorbé tout de suite, bah, une partie se transformera en nitrite. Donc, en aquarium, pas, tu te contentes des nitrates parce que voilà, c'est un truc qui est pas toxique. Là, Mais si ouais, tu comptes 100 poissons, tu pourrais mettre une petite dose d'ammoniac avec des nitrates si tu le mets tous les jours, c'est tout. d'accord. Là, tu as abordé vite fait en passant l'histoire des surfaces de contact. Donc là, moi, Mm. dans le truc avec Dr. Ovanek,
il a dit que tout se passait dans une épaisseur de 100 microns. Tout le cycle de l'azote se passe dans 100 microns. Et ce qui est important, c'est la surface de colonisation bactérienne et pas l'épaisseur des cailloux, quoi. Oui, en fait, je pense que les 100 microns, ça dépend de la porosité. Comme la porosité est assez faible, effectivement, si tu as des canaux par exemple, de 10-15 microns, au-delà de 100 microns, la vitesse de diffusion des sels nutritifs sera trop faible et il n'y aura pas assez de nutriments pour que le film bactérie pousse jusqu'à l'intérieur. Hmm. Les bactéries, elles ne se déplacent pas, c'est le film bactérien qui grandit. Donc, il grandit que s'il a assez de nutriments. Et si tu veux, si tu vois à notre échelle, par exemple, et mettons qu'on fasse, on fait pas 2 mètres, enfin, si on faisait 2 mètres, une bactérie, c'est moins d'un micron. Donc, ça voudrait dire que c'est comme si nous, on rentrait dans un tunnel de 200 mètres. Alors, si ton tunnel de 200 mètres fait 50 centimètres de diamètre, au bout des 200 mètres, c'est pas sûr que l'oxygène arrive assez vite pour que tu puisses respirer correctement. Donc, c'est un peu le principe. C'est que si c'est trop petit, le film bactérien, et puis surtout, les bactéries peuvent pousser aussi en plusieurs couches. Donc, c'est juste que, comme les conditions sont pas assez favorables en flux de nutriments qui arrivent à ta couche de film bactérien, bah, celui-ci va pas se développer à l'intérieur. D'accord. Donc, si t'avais des porosités d'un millimètre, bah, là, ça serait pas 100 microns, hein. Ça serait Hmm. forcément 5-6 millimètres ou peut-être même 1 centimètre. Donc, c'est vraiment, ça dépend de la porosité. C'est pour ça que des substrats comme de l'aquaroche, par exemple, il y a probablement des trucs plus gros où le substrat de Chichen, le nitrator ou l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Enfin, le truc gris, les céramèques grises assez légères d'ailleurs. Hmm. Dans sa notice, il met bien que il a des pores largement plus gros que ses concurrents, comme il dit, parce que il faut justement de la place pour que le biofilm puisse se développer correctement. Si la porosité est trop faible par rapport à la taille d'une bactérie, bah c'est pas bon. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai qu'une roche, a priori, c'est quand même assez lourd, c'est dense, hein. Donc si c'est dense, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vide, donc que les pores sont relativement petits, hein. Quand tu regardes le poids d'une roche vivante qui tient qui tient dans la main, tu prends le même volume de substrat de Sichem, ça n'a rien à voir, c'est 10 fois plus léger le substrat de Sichem, ça veut dire que c'est beaucoup plus poreux. Hmm. D'accord. Mais il y a 20 ans, on disait pas que l'eau passée à travers les pierres vivantes était des nitratés dans le fin fond des pierres vivantes en zone anaérobie, dans les zones profondes de la pierre vivante. Oui, mais là encore, les zones profondes, ça veut profond, c'est comme tout. Profond, c'est pas précis comme terme. Profond, 100 microns, c'est profond par rapport à une taille de bactérie. Pour nous, 100 microns, on dit on ne le voit pas, enfin, c'est un dixième de millimètre, on dit que c'est Hmm. l'épaisseur d'un cheveu. Pour nous, c'est pas profond. Mais pour une bactérie, c'est comme si c'était un tunnel de 200 mètres. Donc Ouais, mais ça profond. j'ai bien compris. Mais on parlait des strates profondes des pierres vivantes. Oui, oui, je sais, mais tu as raison. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on parle justement euh, avec un vocabulaire de tous les jours qui correspond pas à un vocabulaire scientifique. Ouais, Profond, d'accord. ça veut rien dire en soi. Ça, ça dépend par rapport à quoi. Tu vois. Donc c'est juste que c'est on fait des raccourcis. Tu sais, quand on vulgarise des trucs comme ça, on fait des raccourcis. Et justement, quand on creuse la question, on se rend compte que les raccourcis des fois sont trop raccourcis. C'est D'accord. juste ça, hein. C'est normal, hein. Ouais. Ça n'a rien d'extraordinaire, hein. Là, il y a Xavier qui demande, après, quel est l'intérêt de ce qu'a dit Tim à une époque où l'on a compris l'intérêt d'un décor allégé et de l'importance de la filtration par les coraux? Ah oui, mais ça, c'est vrai que là, on parle du démarrage, si tu veux, mais donc au départ, on n'a pas beaucoup de coraux, c'est pour ça que là, ça compte. Mais c'est vrai que si on avait les moyens de remplir un bac d'un seul coup avec 100 pièces de coraux, là, ça serait moins important, je suis d'accord, hein. Et Ouais. bon, le problème, dans la pratique, on fait pas ça parce que En fait, petit à petit, les bactéries, elles vont migrer du décor vers les coraux, quoi. oui, puis de toute façon, les coraux eux-mêmes absorbent de l'ammoniac comme nutriment. Donc, du coup, si tu as des coraux, bah, avec les mêmes déchets, tu auras une proportion plus faible qui va se transformer en nitrite. Tu auras besoin de moins de bactéries pour éliminer ces nitrites, puisque tu en auras moins, parce que à la limite, tout sera prélevé même par les coraux. Si tu as des coraux et pas trop de poissons, bah, tu n'auras pratiquement pas
d'ammoniac de toute façon, parce que ça sera absorbé par les coraux, par les zooxanthelles des coraux, Ouais. les Donc, corallines. donc là, on parlait de. Il y a Arnaud qui insiste sur un point. On disait qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé, on disait qu'il faut 20% de pierres vivantes par rapport au volume. Maintenant, on dit c'est 10%. Mais en fait, ça veut rien dire. C'est surtout la surface de colonisation qui est importante. Oui, bien sûr. Ouais. Mais de toute façon, à l'époque, c'est parce que c'était aussi parce que les gens s'étaient mis dans la tête que c'était vraiment dénitrateur une pierre, alors que moi, j'ai toujours dit ça, hein. C'est vrai que les pierres, ça dénitrate, mais j'ai toujours dit que la quantité de dénitraté était tellement faible que c'était beaucoup moins que l'effet que l'utilisation des nitrates, même par les coraux, parce que les coraux absorbent aussi des nitrates avec les autres. Hmm. Ils préfèrent l'ammoniac parce que la partie animale du corail utilise aussi l'ammoniac. Mais de toute façon, les zooxanthelles bouffent les nitrates. Donc, un bac où il y a pas mal de coraux, et si en plus tu as des coraux mous comme des sarcos, un sarco, il va absorber pour pousser autant de nitrates que 50 kilos de pierre vont dénitrater en même temps, hein, c'est sûr, hein. Donc, le problème, c'est que on affirme des trucs, c'est la fameuse différence entre le théorique et le pratique. En théorie, tout ça, c'est vrai. Mais en pratique, si tu calcules les flux, les ordres de grandeur, bah, tu t'aperçois que ça sert à rien. Hmm. Ouais. Bah oui. Alors attends. Tu vois, c'est une question de présentation. C'est Hmm. comme les histoires de CO2, là. On nous bassine, ils font des modèles avec le CO2. Seulement, personne ne parle de la vapeur d'eau qui est aussi un gaz à effet de serre. Sauf que de la vapeur d'eau, on a 6 fois plus que du CO2. Et dans les modèles, ils font des modèles avec le CO2 sans la vapeur d'eau. Il y a même une étude du GIEC qui a montré que tu sais, les traînées d'avion, la condensation, Hmm. ça influerait sur 4% de l'effet de serre. Et ben, les nuages, c'est bien pire que les nuages que les traînées de condensation d'avion, et ça, on n'en tient pas compte. Ouais, mais enfin, Donc c'est pour ça. tu peux pas supprimer les nuages. Euh, Ben oui, mais le fait que ça agit sur Ouais, ouais, l'effet de ouais. serre et qu'on ne tient pas compte dans les modèles, ça veut dire que le modèle, il est calculé sur les 150 ans, là où on a commencé à libérer du CO2, mais que si tu le fais tourner sur les 10 000 ans avant, le modèle, il marche pas du tout. Parce que dans les 10 000 ans avant, tu as eu des variations de climat aussi importantes à l'époque romaine, minoenne et tout le bazar. À l'optimum climatique de l'Holocène, euh, on est resté plusieurs centaines d'années où il n'y a plus de glace sur les pôles. Pourtant, les ours blancs sont pas morts déjà. Puis voilà, on Bon, appelait ça l'optimum climatique parce qu'il faisait plus chaud. Et optimum, pourquoi? Parce que c'était l'optimum de variabilité, biologique. d'accord. Parce que Bon, la vie, Alain, il y a très peu dans les pays chauds, dans les pays froids, tout simplement. ouais, Donc, je veux dire, c'est ce que je veux te dire, c'est que tout peut être vrai, mais après, si tu calcules les ordres de grandeur, on peut exagérer les trucs, et c'est ce qui se passe partout. ouais. On revient au coraux? Alors, on revient au coraux. Allez. Est-ce que ça, il y a Alexandre qui demande, est-ce que ça peut expliquer que dans les bacs très remplis en coraux, tu vois apparaître des problèmes de cyano? Les coraux absorbent tout le flux de nutriments dispo et du coup, les bonnes bactéries ne se développent plus. Oui, mais elles évoluent plus, mais aussi parce que si t'as pas assez de poissons, ou si justement t'écumes trop, parce que c'est plutôt ça. Mais Ah, effectivement, si tu as un bac, si tu avais un bac super chargé avec des coraux, tu pourrais avoir aussi ce phénomène-là, effectivement, développement de cyano. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mais dans ce cas-là, c'est pas trop souvent les cyanos rouges, c'est plutôt des cyanos brunes, tu vois, qui font des couches un peu moins épaisses, bon, qui sont plus faciles. Quand tu as des cyanos brunes sur le sable, souvent, c'est parce que t'as pratiquement pas de nitrate et de phosphate détectable. Alors, quand tu as des rouges, t'es plutôt blindé en phosphate. d'accord. Euh, Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans les bactéries Toons? Dans les quoi? Les bactéries que commercialise Toons, tu sais ce qu'il y a? Ah, ouais, non, mais de toute façon, je pense que ça doit être à peu près les mêmes, hein. De toute façon, il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a personne qui a trouvé une bactérie. Je te dis, t'en as quand même pas mal. Je t'avais dit, t'as les nitrococcus, nitrosococcus, tout ça. Après, je sais pas, peut-être qu'ils ont pris une autre qui est plus adaptée à l'eau de mer, j'en sais rien. Mais a priori, ces grosses boîtes-là, si tu veux, ils ont des chercheurs, ils se renseignent. Donc, à un moment donné, et puis en plus, ils fabriquent pas leurs bactéries eux-mêmes. Alors que par contre, la boîte américaine, les fabrique ses bactéries, c'est comme Microblis, c'est un fabricant de bactéries. Enfin, fabricant, un producteur de bactéries. Donc, lui, voilà, il fait lui-même le boulot. Mais après, je
pense qu'ils se renseignent. Ouais, je sais pas combien il y a de producteurs de bactéries en Europe, il pourrait y en avoir 50, hein, c'est comme les lessives. Hein. Tu Hmm, as 150 marques, mais tu as 4 fabrications, 4 usines de fabrication. Donc, d'accord. comme c'est des grosses boîtes, on peut quand même leur faire confiance. Des boîtes comme ça qui sont là depuis longtemps, ils vont pas acheter un truc tocard. Tant qu'à faire, ils se renseignent. Et s'ils commercialisent un truc, c'est que c'est un mélange de bactéries qui est correct. Ouais. Hmm. Bon, on a parlé de l'azote et compagnie. Si on parlait un peu du phosphore maintenant. Euh, Tim Ovanek dit que pour les phosphates, les bactéries pélagiques sont hyper importantes, c'est-à-dire les bactéries qui sont dans la colonne d'eau. Hein. Et Oui, parce que c'est important pour nous. il préconise de couper l'écumeur 6 heures par jour entre minuit et 6 heures du matin pour justement ne pas éliminer les bactéries qui vont être consommées par les coraux. Quel est ton avis là-dessus? Bah, en fait, il y a deux phases. Il y a une phase où il faut couper l'écumeur parce qu'il faut laisser des nutriments aux bactéries et puis pas les enlever avant qu'elles aient eu le temps de bouffer leurs nutriments, de toute façon, déjà. Hein. Hmm. Mais une fois qu'elles sont produites, une partie sera récupérée même comme nourriture pour les coraux, parce que les coraux, ils se nourrissent aussi de bactérioplancton. Hein. Ça reste collé sur leur mucus, ça a un côté nutritif pour les coraux. Et puis l'excédent, en fait, est éliminé quand tu rebranches à nouveau l'écumeur dans l'autre partie de la journée. Mais c'est Ouais. vrai que, mais comme en plus, les coraux ont les polypes quand même plus ouverts la nuit, c'est assez logique de pas de couper l'écumeur. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est assez logique de couper l'écumeur la nuit, même si ça oxygène pas la nuit, alors c'est là que ça va être utile, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plus intelligent de faire comme ça, parce qu'en même temps que les bactéries se développent et bouffent l'écume qui est pas retirée, ben, une partie est en plus capturée au fur et à Et mesure pour les problèmes d'oxygénation, laisser tourner l'écumeur sans le goder, ça peut être une solution? euh, oui, bah oui, parce que de toute façon, l'écume, même si les bactéries se retrouvent dans l'écume redéborde dans le truc, donc ça sera aussi une solution. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un cycle des phosphates? On parle tout le temps du cycle de l'azote. Est-ce qu'il y a un cycle du phosphore? Oui, mais ça se présente pas de la même façon. C'est-à-dire que les phosphates restent sous forme de phosphate ou après de phosphate organique, si tu veux, ça donne pas du phosphore directement. Euh, Comme les nitrates pourraient donner même de l'azote. Là, ça donne pas de phosphore, ça reste toujours sous forme de phosphate ou d'une molécule organique liée au phosphate. Mais c'est le même principe. C'est en fait le cycle, c'est tu passes du phosphate organique à du phosphate inorganique. Donc, c'est ça, Par le biais des bactéries. par différents biais, dont les bactéries. Parce que t'es d'accord que les inorganiques, ça représente plus de 90% des phosphates d'un bac. Les organiques, pardon. Et les inorganiques, c'est 5-6%, quoi, à tout casser. Oui, bah, au moment de la production, mais après, hein, peut-être un peu plus, parce qu'au fur et à mesure que c'est dégradé par les bactéries, le taux de phosphate minéral peut augmenter. Dans D'accord. le sable, par exemple, il y a une partie des bactéries du sable qui vont utiliser les phosphates pour pousser, mais après, elles n'auront pas forcément besoin de tout. Donc, si elles préfèrent, elles ont plus besoin de la partie organique, ben, elles vont relarguer dans le milieu le phosphate inorganique et ils vont garder la partie organique pour pousser. Donc, Et les inorganiques, donc c'est-à-dire les phosphates qui ont été minéralisés par les bactéries, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Il faut les éliminer, c'est nous qui devons les éliminer. ah bah après, oui, c'est à nous. Alors, soit une partie est utilisée comme nutriment, parce que les coraux et les algues en ont besoin pour pousser aussi. Ouais, Et puis, une partie va précipiter avec le calcium sous forme de phosphate de calcium. d'accord. Et puis, autrement, effectivement, bah, le reste, si ça s'accumule, ça risque de développer les cyanobactéries. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. D'accord. Quand on met un refuge, par exemple un refuge à algues ou une résine ou je ne sais quoi, on constate une baisse des nitrates et des phosphates. Mais pourquoi? Parce que les phosphates organiques diminuent et donc par voie de conséquence, les inorganiques qu'on mesure diminuent aussi, c'est ça? Oui, mais c'est surtout que les algues absorbent les phosphates inorganiques. Parce que les phosphates inorganiques, tu en as tout le temps, parce qu'il y a toujours des bactéries qui vont transformer les phosphates organiques en inorganiques, bon, à une certaine vitesse. Donc Ce qui les fait que algues, elles bouffent les inorganiques, d'accord. D'accord. oui, bah oui, bah c'est le principe. Les algues, ça mange les phosphates Inor- minéraux. D'accord. Voilà. Donc les Je pose phosphates. toutes les questions qui me passent par la tête, hein, même si elles peuvent Oui, non, mais voilà. paraître Voilà. complètement idiotes, hein, mais
Et au moins, Bon, bah, c'est pas une question d'idiot, c'est une question de savoir ou pas savoir, c'est tout, hein, ça n'a rien à voir avec idiot ou pas ouais, idiot. merci de ta bienveillance, Alain. Non, Je mais en plus, c'est il y a vrai. il y a Arnaud qui dit: «Je pense que baisser les cumeurs, ça ne fonctionne pas car pas de récolte, mais les car pas de récolte, mais les Ah non, éléments seront peut-être quand même sur le haut de la mousse et pas dans le ah bac». non, pas baisser l'écumeur, on parlait de retirer la coupelle. Retirer la coupelle, ouais. Non, Dans ce cas-là, c'est tout qui. là, il répondait à un autre, il répondait à Vlad. Voilà, mais diminuer l'écumeur, effectivement, c'est pas, ça marchera pas, c'est pas sûr que ça marche aussi bien parce que de toute façon, tu as une partie qui restera collée dans la colonne, même si ça déborde pas. Voilà. De toute façon, Ouais. Euh, c'est virer la coupelle carrément si tu veux pas que, si tu veux profiter des nutriments de l'écume. ouais. Donc, sachant que ce qui est important finalement dans le décor, c'est la surface de contact pour les bactéries. Donc, les pores, ça augmente la surface, on a compris. Euh, donc, quel est l'intérêt de partir en pierre vivante ou en pierre de synthèse? Pour toi, c'est quoi la balance? Non, pierre vivante, c'est surtout pour apporter de la biodiversité en microfaune, des choses comme ça, ou en coralline, tu vois, c'est plutôt ça, hein. D'accord. Mais effectivement, pour l'équilibre juste avec pour l'ammoniac, les nitrites, tout ça, les nitrates, bon, c'est vrai que c'est pas, on peut se débrouiller sans, hein. Mais puis, de toute façon, on a besoin de support aussi pour les coraux. Donc, de toute façon, soit on met des aquaroches, des trucs qui sont à peu près naturels une fois recouverts de coralline. Euh, Sinon, après, c'est plus un truc décoratif, c'est un magasin où tu mets, si tu mets des étagères, ah, tu peux toujours, hein. Et d'ailleurs, les gens qui font quand tu fais des systèmes pour faire des cultures de bouture, tu mets pas de roche, hein. Hmm. C'est Coral Zurk, lui, il met du gros gravier, c'est plutôt pour planquer de la microfaune dans le sable qui va nourrir la nuit, planquer des copépodes pour que ça nourrisse les coraux la nuit. À la limite, on peut monter un aquarium sur une plaque bien poreuse, une plaque de plastoc bien poreuse, avec des pores bien étudiés, et ça fera pareil, quoi. Hein. Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Comment on sait s'il faut rajouter des bactéries dans un bac? Ah bah c'est ça le problème, c'est que, enfin on le sait indirectement, c'est en surveillant ces paramètres, tout simplement. Les bactéries, si on les met, c'est pour avoir un équilibre avec un taux de nutriments relativement faible. Si les paramètres varient, c'est qu'il y a un problème, que les bactéries font plus de boulot. Donc une des raisons, ça peut être qu'il manque de bactéries ou que les bactéries qu'il fallait au départ poussaient moins vite, il faut remettre faut remettre une souche pour augmenter leur biomasse peut-être, voilà. Mais le résultat du travail des bactéries sous forme de l'analyse des nutriments, il y a pas trop de solutions, hein. Ouais. Après, oui, si tu as un laboratoire, ça peut se compter les bactéries, hein, dans l'échantillon d'eau avec l'ADN, tout ça, tu peux avoir une idée de la quantité de bactéries. Bon, hein, là, Euh, c'est pas dans nos moyens. ouais. Donc, en fait, la lumière, elle est importante pour les bactéries? Bah, il y a des bactéries photosynthétiques souvent, elles sont de couleur rouge, qui sont dans le sable. D'accord. Et donc, mettre des pierres vivantes dans la décante, ça a un intérêt ou pas? Oui, bah, pour les autres bactéries, oui. Si c'est pas le cas, il y a pas, ça, c'est une seule catégorie de bactéries. Maintenant, il y a toutes les autres qui sont importantes quand même, non. Bien sûr, hein, que ce soit dans la décompte ou dans le bac, c'est dans le circuit, c'est pareil, hein. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, il y aura une meilleure colonisation bactérienne avec dans un bac où il y a une petite couche de sable. Il préconisait entre 3 et 5 centimètres. Oui, mais après, donc, ce qu'il disait, c'est que il recommande pas la couche épaisse parce qu'effectivement, ça, c'est cette histoire de diffusion. Mais une couche épaisse, c'est vrai que ça finit par se colmater. Donc, une couche épaisse, ça veut dire beaucoup de macrophones qui rebutent le sable. C'est ce qui se Ouais. passe dans la nature. Dans la nature, je crois que par mètre carré de sable, dans les endroits riches, tu peux avoir jusqu'à 20 kilos de bestioles, de coquillages, d'escargots qui remuent tout ça. 20 kilos par mètre carré. Hmm. Alors c'est sûr que si tu mets 3 strombus dans un bac de 1000 litres, ça va être un peu léger si c'est un truc de sable épais, hein. Ou alors, il faut avoir des verres qui remuent bien. Comme chez Bachir, tu sais, il avait un petit bac dans la pièce où c'était pourri de verre, là. Quand tu mettais à bouffer, tu avais 150 verres de 10 centimètres qui débarquaient, quoi. Là, c'est un truc aéré. Dans ce cas-là, c'est pas gênant d'avoir un DSB.
Ouais. Là, je reprends le commentaire de Philippe Rolinal qui avait dit. Donc, je te reprends ce que je t'avais dit là. Est-ce que les bactéries dénitrifiantes, lorsqu'on les met dans un milieu moins riche en oxygène, elles peuvent devenir dénitratantes? Bah, normalement non, mais ce qui va se passer, c'est que les dénhydratantes vont s'installer à la place. C'est plutôt ça. Ou alors celles qui font un peu les deux, qui peuvent effectivement. Donc, mais dans la pratique, de toute façon, quel que soit le mécanisme, effectivement, ça peut devenir en partie dénitratant en même temps. Quand tu as les paramètres qui correspondent un peu entre les deux, effectivement, c'est un risque. Ouais, Mais souvent, quand ça arrive, c'est que tu as un problème de colmatage du sable et tout, donc ça fait que s'aggraver, puis à un moment, ça va devenir entièrement anaérobique, et puis là, du coup, ça va tout de suite faire nitrite plus azote. Et avant, le problème, avant de faire des nitrates, avant de faire de l'azote, le problème, c'est que ça va fabriquer des nitrites, c'est ça le problème. Parce que les Mmh. bactéries qui transforment le premier oxygène à retirer des nitrates, c'est le plus facile. Et donc, le milieu a besoin d'être moins anaérobique pour retirer le premier oxygène des nitrates. Par contre, pour retirer les deux autres, là, il faut vraiment que ce soit anaérobique. Ah oui, Donc, le danger, c'est qu'en fait, tu vas produire des nitrites à partir des nitrates. C'est ça le problème. ouais. Là, donc, on passe de NO3 à NO2 facilement, mais par contre, de NO3 à O2, de NO2 à N plus O2, c'est plus difficile. Voilà, l'énergie chimique que tu dois avoir pour retirer ces deux autres atomes d'oxygène est beaucoup plus importante que pour le premier. D'accord. Ok. Je sais pas s'il est là, Philippe, parce que est-ce que vous avez des questions là? On doit parler de quoi encore, Alain? Qu'est-ce qu'il avait évoqué? Est-ce qu'il y a des trucs qu'il a évoqués et qui vous turlupinent là? Profitez-en. Parce que moi, j'oublie tout. Alors, attends. Diversité bactérienne aussi, pas uniquement celle de l'azote. Non. Il y a des bactéries autres que celles Non, mais issues de l'azote. qu'on avait discuté avant, c'était effectivement, si tu coupes les tumeurs, c'est pas une mauvaise idée de mettre son sludge away, là, régulièrement, du coup, parce que, comme c'est les bactéries que tu vas mettre, une partie va être récupérée par les tumeurs quand tu vas le rebrancher la journée. C'est assez logique, du coup, de mettre régulièrement ce truc-là, si tu coupes tous les jours les tumeurs 8 heures par jour. Le Wastaway, là, le truc là. Bon, le sludge away, ouais. Ouais. Sludge away, sludge away. Bah, ça diffuse en permanence des bactéries, en fait, hein. Voilà. Donc là, effectivement, bon, je connais pas le détail de comment ils fabriquent ça et tout, mais théoriquement, ça se tient, quoi. A priori, on peut faire confiance là-dessus. Bah, moi, j'ai tendance à faire confiance à un mec de ce calibre, hein. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est que Alors, ces mecs-là, lui, en plus, lui, c'est le fabricant, là. C'est son boulot, donc même sa boîte, il y a des gens qui produisent des bactéries, ouais. donc Ah, ils savent ce qu'ils font. Tu sais, c'est comme toutes les grosses boîtes qui sont connues comme Toon depuis 25 ans, mais c'est pas des cons, ils ont des ingénieurs, ils ont des technologies, ils ont tout ce que tu veux, donc ils vont pas se lancer dans un truc sans l'étudier avant, faut pas rêver, quoi. Il y a trop d'argent en jeu, ça serait ridicule, de toute façon. Donc voilà, ouais. c'est mieux que, On t'entend pas bien, là, par moment, Alain. ouais, ouais, bon, c'est mieux Euh, que il va se mettre sur un créneau parce qu'il a trouvé un fabricant par hasard de bactéries. Il se dit, tiens, il y a un créneau, je vais faire ça. Il connaît rien, il est juste commercial et puis il va vendre un ouais. truc. Bon, là, tout se méfier. Mais... Xavier, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Il dit, moi, je ne fais pas confiance à un vendeur. C'est pas un vendeur, c'est un scientifique qui a mis au point un produit. C'est différent. Non, mais toutes les grosses boîtes ont des commerciaux. C'est un vendeur, c'est un commercial de grosses boîtes. Donc, et puis, Lui, le Timo Vanek, c'est pas le commercial, c'est le boss. oui, oui, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, ils vont, oui, mais il joue le jeu, comme il sait le boss, il joue aussi le rôle il faut bien qu'il vende ses trucs. Donc, il joue le rôle de commercial directement, mais parce qu'il Oui, connaît, il part du principe que, comme il connaît sa boîte, le processus de fabrication, parce que c'est lui qui est là, en route et tout ça, il pense qu'il est plus apte à vendre directement son produit qu'un commercial dans le cas qui connaît rien aux bactéries, qui connaît rien pour voilà, pouvoir répondre aux clients. C'est tout simplement ça. voilà. Enfin, moi, j'ai Maintenant, plutôt. quand tu vends, tu as intérêt à vendre, mais à ce moment-là, euh,
Moi, Euh, quand j'ai invité Tim Vanek, j'ai pas du tout invité le vendeur des produits du docteur Tim. ah oui, non, parce que J'ai invité le l'invité, scientifique qui maîtrise les voilà, bactéries, et il voilà. avait son CV, savait que il avait quand même des chances qu'il savait de quoi il parlait. Je veux dire, c'est quand même un mec qui sait de quoi il parle. Faut pas voir Mm. le mauvais côté des choses tout le temps. Et c'est très bien qu'on Non, mais connaît si tu avais un mec de la même boîte, mais qui était purement commercial, qui a fait HEC, machin, bah, tu savais que de là, toute façon, c'est pas la même tu histoire. n'aurais pas eu les mêmes réponses, donc ça Voilà, t'aurait pas intéressé. c'est pas la Voilà. même histoire. Euh, donc, Et dans ce cas-là, il y a, une chance il y à a personne non Xavier, plus. je t'entends pas C'est pour bien les là. vaccins. Pourquoi on va se faire vacciner par une boîte qui a eu des milliards d'amendes? À ce moment-là, on fait plus rien, hein. Si on part comme Ouais. ça, il faut Comment, contrôler. C'est tout. C'est pas une... Quand on fait pas confiance, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler avec la personne. C'est il faut vérifier à côté et puis c'est tout. Voilà. Il faut que tu as ouais. vérifié. Oui ou non, tu prends ou tu prends pas, hein. Ouais, Xavier, tu taquines, mais c'est pas, voilà, il a pas fait que la promotion de ses produits, il a expliqué des trucs, et non, je suis désolé. Là, taquinerie soit, mais non, je suis pas d'accord. Alain, comment tu combattrais les cyanos? Bah, c'est là qu'il faut essayer de voir pourquoi elles sont apparues, donc avec les tests et tout ça, hein. Donc c'est en rétablissement. Et puis, effectivement, une partie de se débarrasser, et même à l'époque, on en discutait, c'était justement, moi j'en avais parlé, déjà de couper les tumeurs, des choses comme ça, ou d'apporter de la matière organique. Donc c'est ça le truc. Après, c'est voir aussi le déséquilibre. Parce que si tu n'as pas des phosphates et pas du tout de nitrate, soit tu élimines les phosphates avec des résines, et ça coûte la peau des fesses, mais en même temps, de toute façon, tu as intérêt de rajouter des nitrates, ou alors justement de couper les tumeurs, c'est ce que je disais à l'époque, hein, pour apporter des protéines, donc source à la fois Pourquoi de carbone et les cyanos, elles se développent quand déjà? Faut savoir pourquoi elles se développent et quand elles se développent. ben, elles se développent souvent quand tu as un excès de phosphate par rapport aux autres nutriments, parce que ça les favorise. Un excès de phosphate. Mm. D'accord. Parce que du coup, si tu as des phosphates, et surtout des phosphates sans un excès, et c'est encore pire quand il n'y a pas du tout de nitrate, là c'est vraiment un problème. C'est sûr que c'est les cyanures qui vont prendre le dessus parce que les bactéries, et si tu as un écumage trop fort justement, si tu as un écumage trop fort, tu n'as plus assez de carbone organique, parce que je me souviens de publications, bon, il y a peut-être 7-8 ans, hein, je crois que c'était dans Keeping, où tu avais un article où il parlait du carbone organique dissous, et le gars avait fait des dosages, et il s'était aperçu que dans les bacs avec la mode des super écumeurs, en fait, tu avais moins de matière organique dissous, de carbone organique dissous dans tes bacs que dans la mer. Donc là, effectivement, c'est pour ça aussi que on a peut-être eu trop de problèmes de cyano à force de trop écumer. Ouais, les cyanos, c'est pas ça consomme pas de l'azote aussi? Non, parce qu'elles prennent, non, si, elles prennent l'azote de l'air. Donc, dans l'air, tu as 70% d'azote. Donc, elles ont toujours de l'air, toujours de l'azote. Elles n'ont pas besoin d'ammoniac ni de nitrate. Elles utilisent directement l'azote de l'air. D'accord, Comme les, d'accord, comme les légumineuses dans les jardins, dans les plantes. Les légumineuses ont des bactéries dans leurs racines qui transforment l'azote de l'air en nitrate. C'est comme ça que, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mettre de nitrate quand on fait pousser des légumineuses, quoi, la luzerne et compagnie. d'accord. Donc les cyanos, elles se développent quand on a trop de phosphate en face. Et comment tu baisses les phosphates? Donc là, c'est quelqu'un qui demande. Avec une résine, avec t'as d'autres méthodes? Bah, quand on a beaucoup d'un coup, c'est que biologiquement, c'est compliqué à le faire rapidement. Donc, quand on a vraiment trop, et puis en plus, ça peut être toxique aussi après pour les gros, quand on a vraiment trop, tu es bien obligé de mettre de la résine. Mais après, effectivement, il faut réfléchir à pourquoi c'est apparu comme ça. Et à ce moment-là, bah, je dis, soit si tu n'as pas du tout de- d'azote, ni de nitrate, bah, tu te dis que il faut mettre une source d'azote en complément, hein, pour équilibrer les deux. Parce qu'il y a une proportion dans les nutriments qu'on doit respecter. Après, ah oui, il y a une autre raison que j'ai oubliée, c'est que après, c'est les oligoéléments. C'est-à-dire que si tu as trop d'oligoéléments, les cyanos sont capables d'utiliser facilement les oligoélémends. Ils ont des chélateurs spéciaux, ils sont très efficaces pour récupérer des oligoéléments. Même, donc dans ce cas-là, si tu as phosphate et beaucoup d'oligoéléments, bah là, c'est sûr que c'est le terrain de jeu favori pour les cyanos. D'accord. Donc, si Donc, tu as des sabots, il faut surtout pas rajouter des oligoéléments.
complément. Si tu en mets régulièrement, vaut mieux arrêter, tu vois, parce que D'accord. ça peut les aider. La solution, donc, c'est de baisser les phosphates. Ah, si tu en as beaucoup, oui, de toute façon, tu es obligé, parce que si tu as beaucoup de phosphate, de toute façon, elles vont se développer carrément en grosse quantité. Et puis là, en plus, si elles se développent en grosse quantité, elles émettent des substances plus ou moins toxiques, donc ça devient dangereux. Donc, de toute façon, tu es obligé de baisser les phosphates rapidement, dans un premier temps. D'accord. Il avait parlé aussi, la team, c'est quelqu'un qui me le rappelle, de démarrer, euh, le bac avec une densité faible et la température à 30 degrés. Oui, mais c'est vrai que la température élevée, ça augmente le métabolisme des bactéries, donc ça va accélérer le processus, hein, c'est sûr. Et la densité faible, c'est la même chose? Bah, en théorie, les bactéries dénitrifiantes, elles peuvent fonctionner en eau plus ou moins salée, voire même en eau douce et en eau salée. Donc, c'est vrai que plus il y a de sel, moins elles se développent vite. Donc, ça peut aider effectivement, accélérer, d'être un peu moins salé que la normale. D'accord. Là, j'ai des questions. Est-ce qu'il serait bon d'avoir un refuge, un crypto-refuge et un refuge allumé H24 pour développer les différentes bactéries? J'ai pas, il y a eu un bruit. Ouais, est-ce qu'il serait bon d'avoir un refuge, crypto-refuge, et un refuge allumé H24 pour développer les différentes bactéries? Euh, ouais, on pourrait, ouais, effectivement. Ouais. Enfin, pour le refuge H24, c'est plutôt pour les plantes. Mais même H24, c'est trop, de toute façon, parce que en aquaculture, on dépasse pas 16 heures de jour enfin, 16 heures dans la journée, de d'éclairage dans la journée, parce que c'est pas très bon. Les plantes ont besoin d'un repos quand même. Donc ce serait pas. Mais un refuge cryptique, justement, c'est plein de bactéries. Puis tu as des éponges qui bouffent les bactéries. Donc ça serait un moyen de recycler les bactéries que tu produis, par exemple, avec les waste, les bactéries comme ça que Ouais. tu rajoutes. Ça peut être Hmm. récupéré comme nourriture pour les gros, mais aussi par des éponges. Donc, et comme les éponges sont des gros absorbeurs de bactéries, si tu as beaucoup de poissons, donc un flux nutriments important, dans ce cas-là, c'est pas con d'avoir un refuge avec des éponges, par exemple. Ouais. Après, je vais venir sur ce que dit Xavier là, mais vite fait, c'est quoi le seuil critique en phosphate pour toi? Bah, au-dessus de 0, au-dessus de 0,05, c'est un peu embêtant. Mais en fait, en tout cas, faut pas dépasser 0,3. Parce que je sais que dans le temps, j'ai vu des beaux bacs avec 0,25 de phosphate. Hein. Mais mais c'est pas forcément des bacs dans ce cas-là SPS, hein, c'est plutôt des bacs LPS. Est-ce Donc, que tu te rappelles et pas seulement, c'est pas, il y a les phosphates, mais après il y a l'équilibre général du bac. Donc, si tu as des algues, des grosses choses, tu peux avoir un beau bac de LPS avec 0,25. Ouais. Maintenant, c'est mieux d'être un peu plus bas. Par contre, pour des accros, bah, ils peuvent être aussi colorés, mais c'est vrai qu'ils pousseront moins vite. La vitesse de croissance, par contre, est très ralentie dès que tu as des phosphates. Dans ce cas-là, il faut être en dessous de 0,05, hein, pour que ça pousse correctement. Et même, j'ai vu, pour les gens qui utilisent de la chaux, toi, au pH grimpe beaucoup, et où tu as vraiment des seuils de phosphate, des fois presque indétectables, ce qui est presque trop. Hein. Mais il faut reconnaître que quand tu es à 0,01, 0,02, tu pousses presque deux fois plus vite que quand tu es à 0,05. Hmm. Il y a vraiment une grosse différence à ce moment-là sur la croissance du squelette. D'accord. Là, pour revenir au cyano, là, Xavier, il dit, elle se développe quand les autres algues, bactéries ne peuvent concurrencer. S'il n'y a plus d'azote, les autres algues ne peuvent se développer. Oui, c'est Donc, ça, parce que les d'accord. autres Et algues, après, il dit, et donc l'idée est de favoriser les autres algues et bactéries tout en jouant sur les faiblesses des cyanos. Elles sont photosynthétiques. oui, c'est une histoire de concurrence, en fait. Donc, c'est l'organisme le plus adapté qui va prendre le dessus en fonction des proportions des différents nutriments ou de l'absence de l'un ou de l'autre. Bah, il y en a un, s'il manque vraiment quelque chose, il pourra pas se développer, et la cyano, elle va prendre. C'est une question d'équilibre, en fait, des nutriments, de déséquilibre des différents nutriments entre les oligoéléments, les nutriments principaux. Donc, en fait, s'il n'y a plus de nitrate, si je comprends bien Xavier, s'il n'y a plus de nitrate, donc les autres algues, elles vont crever. Par contre, les cyanos, elles peuvent se développer grâce à l'azote de l'air, c'est ça? Grâce à la date de l'air, c'est ça le principe. D'accord. Donc, l'idée, c'est de rajouter des nitrates pour lutter contre les cyanos.
Ah, on pourrait, mais c'est utile si tu as des corallines qui commencent à faire la gueule. Là, effectivement, si tu rajoutes des nitrates et les corallines qui vont pousser, et là, du coup, ça sera efficace. Mais si tu rajoutes des nitrates et que tu n'as plus d'algues du tout, tu n'as pas de coralline, ouais, ben, ça sera trop tard parce que les cyanos n'ont pas besoin de nitrates, mais s'il y en a, elles les apportent quand même. D'accord. C'est ça le problème. C'est quoi donc il faut pas non plus, si tu rajoutes plein de nitrates, de toute façon, les cyanos vont repousser de poubelle. Donc, c'est valable que si tu as un refuge avec des algues qui peuvent, du coup, concurrencer puis absorber ce phosphate. On t'entend pas bien d'un coup, Alain, là. Oui, si t'as un bac vraiment déséquilibré, que tu as perdu trop de biodiversité, que tu n'as plus de coralline, que tu n'as plus d'algues, tout ça, bah là, t'as beau rajouter des nitrates, les cyanos vont l'utiliser, mais tu n'auras rien d'autre pour les utiliser, donc ça ne sert à rien. Donc, si tu as par contre un refuge ou des corallines qui font la gueule, mais qui existent encore, qui peuvent être redopées par les nitrates, là, ça sera efficace. D'accord. Ok. Là, on demande comment augmenter les nitrates sans augmenter les phosphates, à part le nitrate liquide, en écumant moins. Bah oui, en écumant moins, tout simplement, parce que l'écumeur, il peut retirer un peu de phosphate aussi organique, mais il retire surtout des protéines. On t'entend pas bien, Alain, on t'entend pas bien. Ouais. L'écumeur, il peut retirer une partie de phosphate organique, mais il retire surtout l'azote sous forme de protéines. Donc, si tu coupes l'écumeur, tu auras une proportion plus grande d'azote qui va rester dans le bac par rapport au phosphate. Donc, ça peut rétablir un peu le déséquilibre, effectivement, en rajoutant une source d'azote supplémentaire. D'accord. Là, il y a Xavier qui dit nitrate liquide ou nourriture à prédominance de protéines. Oui, c'est ça, parce que bah oui, comme c'est des protéines, bon, c'est parce D'accord. que la dégradation des protéines va de toute façon de l'ammoniac, source d'azote. D'accord. Là, il y a Cédric qui dit, est-ce que le squelette des grosses éponges serait les meilleurs supports à bactéries? Ouais, mais bah là, du coup, les pores sont peut-être un peu gros, mais ça pourrait, effectivement. Hein. Ouais, mais après, je sais pas combien de temps ça va durer, parce qu'une fois que l'éponge est morte, les spicules, ça risque de partir en bouillie, quoi. Hein. Enfin, je sais pas combien de D'accord. temps ça tient. D'accord. Une fois- Est-ce que du nitrate de potassium en poudre, ça peut marcher? Oui. Alors, ça rajoutera du potassium. Après, faut pas en rajouter trop, hein. Mais comme tu as 400 mg de potassium, de toute façon, tu vas pas rajouter, tu vas pas rajouter non plus 50 mg de nitrate. Donc là, voilà. Mais en théorie, il faudrait faire gaffe à pas surdoser en potassium si tu étais amené à en mettre régulièrement. Et donc, faut calculer à peu près ce que tu rajoutes par mois pour voir si tu rajoutes 10 milligrammes, par exemple, par mois, tu fais des changements d'eau, tu peux te dire ça va. Enfin, si tu mets beaucoup de nitrate et que ça t'augmente en même temps de 20 ou 30 milligrammes de nitrate de potassium par mois, là, pour dépasser les 500 milligrammes de potassium par bac, on peut faire beaucoup. Ouais. Là, Et si tu il y a tu Vincent en qui as, dit tu t'en fous. il utilise du nitrate de salaison de charcuterie. Mais bon. Ouais, mais ça salaison, c'est plutôt du nitrite, normalement, qui vendent, non? Ouais, peut-être, je sais pas. Parce qu'en plus, le nitrite, ils le vendent avec du sel parce que c'est un poison tellement violent que c'est interdit de le vendre pur, le nitrite de sodium. Hmm. Bon, je sais pas, je connais pas bien la mise en œuvre des charcuteries. Est-ce que il y a aussi la solution de laisser le perlon plus longtemps ou de pas nettoyer les mitrons vagues tous les 2 jours? Je sais pas trop. Oui, bah, je sais pas. Voilà, si tu laisses le micro-bague, en fait, tu laisses des bactéries dessus. Donc, elles risquent de transformer partie l'ammoniac en nitrite et nitrate, et surtout de transformer l'ammoniac en nitrite avant que les coraux soient servis. Donc, c'est c'est comme si tu avais un filtre dans le bac. Donc, Hmm. c'est pas vraiment une bonne idée. C'est le principe de la méthode berlinoise. À l'époque, la méthode berlinoise, c'était justement de virer le filtre parce qu'on s'était rendu compte que un bac classique avec un gros filtre EHEIM, par exemple, bah, c'était pas bon pour les coraux parce que si tu filtrais sur un gros filtre de ce type-là à deux, trois fois le bac à l'heure, en fait, le pic d'ammonium est pompé par les bactéries du filtre et il reste plus assez d'ammonium pour nourrir les coraux. Donc c'est pour ça que, donc c'est pour ça qu'on met pas de filtre.
en tout cas de grosse taille. Ça veut pas dire qu'on peut pas en mettre, hein. Hmm. Pas de grosse taille, parce que du coup, t'appauvris en ammonium, qui est un nutriment pour les coraux, et D'accord. pour les protéines, pour ça. Là, pour la charcuterie, c'est du salpêtre. Ah oui, bah si, ça plate, c'est des nitrates. D'accord. Voilà. Mm. Est-ce que tu connais le Biota Activator? Je connais Biota, c'est la marque, l'activator, non, je sais pas. Dis bon, c'est une marque assez connue. C'est allemand ce truc-là, non? Je sais pas du tout. Je me Je sais demande pas, si c'était pas un truc qui était distribué par Glaser. je sais pas, je sais pas. Euh, Quand, quand tu avais mis au point ton réacteur à bactéries, là, à charbon, là, mm. tu avais fait le RAB, hein, tu te rappelles, il y a Ouais, longtemps. ouais. Tu avais Mm. déjà dans l'idée la surface de colonisation. Tu, tu disais, Oui, bien sûr, parce que c'était pour ça que j'avais pris un substrat qui était déjà poreux aussi, donc il peut avoir quand même un peu de bactéries à l'intérieur. Mais comme c'était tout petit, ça faisait 0,8 mm de diamètre pour le plus petit diamètre, c'était des petits cylindres. Euh, du coup, ça faisait une grosse surface. Et comme les graviers, le charbon se frottait, il était dur, donc en se frottant, il ne suffisait pas. C'est pour ça que j'avais choisi, mais du coup, les bactéries qui commençaient à pousser sur la surface des grains, et progressivement étaient décollées en se frottant, et du coup, pouvaient nourrir les coraux, et puis aussi être retirées par les tumeurs. C'est ça le principe. d'accord, ok, le réacteur à bactéries. Et d'avoir un charbon qui soit un bon support de bactéries, mais parce que le charbon est léger, ça permettait d'avoir un réacteur sans avoir une pompe trop puissante, parce que je voulais pas non plus qu'il y ait trop de débit qui passe dessus. C'est inconvénient parce que après les gens qui ont essayé de faire des réacteurs tout avec 10 centimètres de diamètre, le problème c'est que là c'est trop efficace et l'inconvénient du coup, c'est que pareil ça retire du coup tout l'ammoniac si pour même en le fluidisant t'as pas besoin d'une très grosse pompe, bon, enfin ça faisait quand même 200-300 litres heure donc pour un diamètre comme ça et du coup ça faisait 10 volumes du bac à l'heure, c'était pas bon. Donc en fait ce truc-là il aurait fallu le faire pour un bac pas trop chargé de seulement peut-être 5 centimètres de diamètre, pas plus. Tu vois, pour avoir 200-300 litres, pas plus qui passe dessus, parce que sinon, c'est D'accord, trop efficace. d'accord. Donc, c'est fait plutôt l'idée, c'était plutôt pour des bacs très chargés en poisson, pas pour un bac bien équilibré. En fait, c'est pas nécessaire, c'est même gênant parce que ça va être trop. Est-ce que faire une sorte de réacteur à bactéries avec de la brisure de corail pour rack, ça pourrait fonctionner? J'ai pas compris, là. Faire un réacteur à bactéries avec de la brisure de corail qu'on met dans les racks, est-ce que tu Ah penses oui, que ça oui. pourrait fonctionner? Ouais, non, mais après, la brisure de corail, le problème, c'est que ça a une forme trop irrégulière, donc ça va être difficile à fluidiser. Donc, par contre, tu peux utiliser il y a du parc de sable de corail, je me rappelle plus, je sais pas si c'est Red Sea qui vendait ça, qui avait une forme de petit grain rond. Et ça peut s'utiliser en fusée, mais malgré tout, du sable de corail, c'est quand même assez lourd. Donc, il faut facilement 1000 litres heure de pompe pour un diamètre de 7-8 cm pour fuser. Ouais, ils le font Donc, plus, le sable rond, parce que le gisement a été détruit par un ouragan. ah ouais, Red Sea. donc voilà, Hmm. c'est ça le problème. Après, comme c'est assez lourd, c'est c'est- comment c'est difficile à fuser. Si les grains sont pas ronds, c'est difficile à fuser. Ouais. Donc là, je pense à ça et les biopellets, donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent encore les biopellets. C'est la surface de contact des billes qui est importante, donc. Oui, mais là les billes, c'est le nutriment en même temps, donc les bactéries poussent forcément dessus, hein. Ouais, Mais là encore, le problème, c'est que les biopellets, il faut un débit assez grand pour les fluidiser, et du coup, c'est trop efficace. Ça retire trop d'ammonium. C'est ça le problème. ça retire de l'ammonium. Hmm. Oui, avant qu'il soit transformé en nitrite et en nitrate, et du coup, je te dis, l'ammonium, tu as besoin d'en garder un petit peu comme nourriture pour les coraux. Donc, pareil, il faudrait un réacteur à biopellets, mais nettement plus petit que ce qu'on fait. Souvent, il faudrait des trucs de 5 centimètres. Il faudrait fabriquer un réacteur, pas des réacteurs qui font 8-10 centimètres de diamètre, parce que là, tu es obligé d'en mettre trop. D'accord. Ou Donc, alors, ou alors le faire marcher à un débit relativement faible, et puis de temps en temps faire une chasse pour décoller les bactéries, comme on fait avec les éolites, tu vois. On secoue.
À ce moment-là, il vaudrait mieux utiliser comme ça, a priori. Donc les biopellets, ça élimine les nitrates à la source, en éliminant l'ammonium? Ouais, voilà. Ou alors, l'autre solution, puisque c'est un trop gros débit pour fuliser, c'est de mettre le réacteur à biopellet ou le réacteur à charbon, c'est le même principe, dans un refuge, où là, ton truc, il tourne avec sa pompe de 800 litres heure ou 1000 litres heure, tu t'en fous. Mais par contre, le refuge, tu l'alimentes par une pompe qui fait que 50 litres ou 100 litres heure. Hmm. Donc là, il va épurer le refuge à fond, mais comme le refuge est alimenté par un faible débit, tu vas pas appauvrir ton bac trop vite. Ça serait ça l'astuce, en fait, à ce moment-là. Ah Et oui, là, tu peux contrôler, en contrôlant le débit qui passe à travers ton refuge, eh ben, tu peux contrôler l'efficacité trop grande de ton réacteur, que ce soit à biopellet ou à bactéries. Ce serait d'accord. ça la solution. Un Mais du rack, coup, ça coûte. Il faut ouais. que tu rajoutes un petit refuge ou pour mettre spécialement ton rack avec encore une pompe. Ça devient compliqué, quoi. Un réacteur à calcium, un rack, ça fait pas office de réacteur à bactéries, mais il y a des bactéries dedans pourtant. Ouais, mais après, je sais pas avec le. Parce qu'après, les bactéries, elles se développent aussi en fonction du pH. Donc, si le pH est trop bas, Ah oui, ça peut peut-être, ça peut peut-être contrarier certaines bactéries, hein. Le pH, ça compte quand même pour. D'ailleurs, en pH trop acide, les bactéries dénitrifiantes, elles poussent plus. C'est pour ça qu'en eau douce, par exemple, si tu as un pH qui descend en dessous de 6,7, 6,6, là, tu risques d'avoir des montées de nitrites si tu as un bac vraiment très chargé. En élevage, tu t'arranges toujours pour avoir 7,2 de pH au minimum, parce que sinon, tu as des montées de nitrites, parce que les bactéries du filtre n'apprécient pas d'avoir un. Elles sont ralenties avec un pH trop bas. ouais. Xavier, si tu regardes encore un peu, c'est pas que j'ai pas voulu, mais je peux pas t'inviter là parce que je peux pas réduire la fenêtre de Zoom pour recopier le lien et te l'envoyer. Donc, mea culpa, une prochaine fois. Euh, Allez-y pour vos questions, hein. Ça fait 1 heure qu'on bavarde avec Alain. Profitez-en, il est là. Les dinoflagellés, tiens, on va en parler un petit peu. Comment est-ce que tu luttes contre les dinoflagellés? Bah, les dinoflagellés, c'est un peu comme les cyanos, mais enfin, après, le problème des vrais dinoflagellés, je suis pas sûr qu'il va être si souvent que ça, parce que, je te dis, tu as des cyanos qui sont brunes aussi, et puis tu as des algues, tu as des diatomées qui sont brunes. Ouais, mais ça fait des Donc, filaments, ça fait des filaments aussi, les diatomées, les trucs là. ouais, mais alors c'est surtout que les diatomées, si tu as des escargots, normalement, les escargots les bouffent, donc ça peut pas se développer en trop grande quantité, a priori. Par contre, si ça fait des filaments qui durent, ça peut être soit des dinos, soit certaines cyanos aussi. Mais dans les deux cas, c'est emmerdant, de toute Et façon. donc les dinos, c'est le même principe que pour les cyanos ou c'est différent? Bah, a priori, les dinos ont quand même besoin d'un peu de nitrate. Donc, c'est vrai que, par contre, elles aiment bien un taux de phosphate suffisamment élevé. T'as rarement, les dinos, elles poussent que dans les milieux côtiers, tu vois, ou quand tu as eu, après des tempêtes, quand tu as beaucoup de trucs qui crèvent ou quand tu as de la matière organique. Les dinos ont aussi besoin de beaucoup de matière organique. Donc, par contre, si tu as des dinos, tu as intérêt à faire marcher les tumeurs à fond, du coup, là. Ouais, mais pourquoi on dit que la dino c'est une algue, enfin une algue, un truc des bacs propres? Souvent on dit il a de la dino parce que l'eau est trop propre. Oui, mais justement, quand le bac est trop propre, c'est pas vraiment des dinos, je pense que c'est plutôt des cyanos, a Ah oui? priori, ouais. Et même quand c'est confirmé au microscope, enfin, les mecs voient que c'est de la Ouais, dino. à ce moment-là, oui, mais dans ce cas-là, mais de toute façon, c'est toujours pareil. De toute façon, si le bac est trop propre, tu le sais en faisant tes analyses. Donc, quel que soit le déséquilibre, tu n'as même pas besoin de chercher trop ce que c'est, tu t'en fous. C'est que à partir du moment où tu as constaté que ça s'est développé quand ton bac est trop propre, bah, ça veut dire qu'il faut rectifier le truc et puis le rendre moins propre, soit en nourrissant plus, soit en faisant marcher les tumeurs moins fort ou moins longtemps. D'accord. De toute façon, après, a priori, c'est ça, tu vois, c'est que normalement, un milieu, un bac qui finit par s'équilibrer. Si tu touches à rien, que tu fais tout le temps la même chose, il se crée un équilibre. Donc, mais après, tes coraux poussent, donc cet équilibre, effectivement, et à un moment donné, il peut dévier parce que tes coraux poussent en plus. Si tu rajoutes pas de poissons, ben, même s'ils grossissent, mais les poissons, ils grossissent au début, mais au bout de 2, 3 ans, quand ils ont fini, la croissance s'est ralentie, ils grossissent pas aussi vite qu'en eau de mer. Donc, un poisson, au-delà de 4, 5 ans, il grandit plus grand-chose, hein. S'il n'a Hmm. pas atteint ses 20 centimètres au bout de 3 ans,
Et il est à 10 centimètres, il atteindra jamais les 20 centimètres, il va s'arrêter à 12, hein. Hmm. De toute façon, à un moment donné, tu vas nourrir à peu près la même quantité et tes coraux vont continuer à pousser. Donc là, effectivement, tu peux avoir une épuration par les coraux plus fortes et puis du coup, ça modifie ton équilibre et tu arrives à un fameux déséquilibre, hein. Si en plus tu as des accumulations de sédiments avec des accumulations d'oligoéléments, bah, c'est le haut temps de syndrome, effectivement. Donc là, faut rectifier tout ça, quoi. C'est parce que t'as pas suivi assez de près le bac, et puis à un moment donné, bah, faut réagir, hein. Donc tu sais pourquoi. Donc même si tu sais pas exactement quel est l'organisme qui t'emmerde, tu sais pourquoi il est venu. Donc faut revenir aux paramètres que tu connaissais d'avant. C'est pour ça que c'est important de faire des analyses régulières. C'est qu'après, tu peux retrouver les paramètres il y a 1 an, il y a 2 ans, et puis tu te dis, bah voilà, il y a un problème, il Hmm. faut revenir aux conditions précédentes, hein. Ouais. À nouveau, la fameuse question, faut-il remettre régulièrement des bactéries dans le bac? Ah bah, si tu t'en sers pour maintenir ton équilibre avec les histoires de phosphate et puis pour nourrir les bactéries, dans ce cas-là, oui. Mais si c'est des bactéries pour l'ammonium dénitrifiante, une fois que t'as plus d'ammoniac, enfin, ou plus d'ammoniac, t'as plus de pic d'ammoniac, t'as plus de nitrite, pourquoi tu vas en rajouter? Elles sont toujours présentes. Ouais. Mais la population bactérienne, elle s'adapte pas à la bouffe disponible. Ah si, y a pas, en Donc, quantité de euh, carbone. donc, donc c'est pour ça que je Sauf, trouve. Hmm. sauf qu'à un moment donné, je te dis, tu as les histoires d'oligoéléments qui partie précipitent et tout ça, ça peut ne pas suivre à cause de ça. Tu peux créer un facteur limitant, que ce soit à cause d'un oligoélément, par exemple. Ah oui. Notamment le fer ou le manganèse, parce que ça a tendance à précipiter. Et comme les oligoéléments, tu en as de toute façon très peu dans nos mers, tu en as très peu, donc tu t'arranges pour pas en avoir beaucoup non plus dans ton bac, hein. Bah là, et surtout, il faut se méfier des déséquilibres parce que les, les enzymes qui utilisent les oligoéléments, elles sont spécifiques. C'est-à-dire que l'enzyme qui est faite pour fonctionner avec du fer, bah, il faut du fer. Mais par contre, comme les oligoéléments sont proches au niveau de leur couche électronique, c'est des ions bivalents plus, souvent les deux, donc de différentes tailles. Mais du coup, si tu en as un qui est beaucoup plus concentré que la normale, même si l'enzyme est faite pour fonctionner avec le fer, elle peut fixer le manganèse parce que si tu as 10 fois plus de manganèse que de fer, parce que c'est pas biologique. Donc, Ouais. elle a une préférence pour le fer à des concentrations comparables. C'est un peu comme la zéolite. La zéolite, ça a une affinité aussi forte pour l'ammoniac, pour l'ammonium que pour le potassium. Sauf qu'en eau de mer, où tu as 400 mg de potassium et que la zéolite, ça peut tirer l'ammonium à quelques milligrammes, bah, du coup, dans l'eau de mer, comme ça a la même affinité, en plus, là, c'est même pas que. Donc, forcément, qu'en eau de mer, la zéolite, ça fixera jamais l'ammonium. Hmm. Pourtant, il y a des gens qui ont fait fortune en vendant des lazéolites par tonne à des éleveurs de crevettes pour faire baisser l'ammonium. Alors qu'en eau de mer, ça peut pas marcher. Ah, si, ça peut avoir un petit effet parce que ça tient, ça peut servir de support de bactéries qui, elles, vont bouffer un peu d'ammonium, mais c'est une grosse escroquerie. Parce qu'en eau de mer, comme il y a 400 mg de potassium, la zéolite ne peut pas absorber d'ammonium. Pas Hmm. possible. D'accord. Bah oui. Ouais. C'est pour ça que je dis des fois, on vend des trucs, on dit des trucs, même à la télé, même chez les professionnels. Bah, parce que c'est la différence, toujours la fameuse différence entre la théorie et la pratique. En théorie, oui, mais la théorie, c'est dans certaines plages, et là, ça dépend des sels qu'il y a dans l'eau que tu traites. Et si tu creuses pas le problème et que tu sais pas comment ça fixe l'ammonium, pourquoi et qu'est-ce que ça fixe d'autre, dans quelles conditions, bah c'est pas parce que ça absorbe de l'ammonium en eau douce que ça va le faire en eau de mer. La preuve. D'accord. Bah oui. Hmm. C'est pour ça Est-ce que je que. dis que Ouais. quand on te donne une partie de la vérité, c'est pas la vérité. La vérité, c'est toute la vérité. Et en biologie, toute la vérité, c'est compliqué. Parce qu'on la connaît pas déjà, Ça, la ça a plupart du l'air, ouais. temps. Ça a l'air d'être compliqué, ouais. Est-ce que tu saurais, je pense pas que tu saches, mais bon, tu sais ce que c'est le BioS de chez Aquaforest? C'est des bactéries, quoi, des nitrata, des nitriti, Bon, je me rappelle plus, j'ai su, oui, mais enfin bon, Bah, faut regarder la notice, hein. faut regarder la notice, bon, enfin bon. Mais enfin, bon, tout ça, c'est produit, j'ai des trucs pas mal, a priori, je pense que. Mais le problème, toi, de tous ces fabricants qui, à la base, c'est des gens qui connaissent, hein, c'est pas. Mais à force, ils finissent par vendre tellement de produits
que tu sais plus lesquels il faut mettre, quoi. Puis si tu les mets tous, en fait, tu finiras par en mettre trop. Enfin, c'est ça le truc, tu vois. Il faut. Ouais, tiens, il y a Vincent qui regarde. Salut Vincent, depuis son Jura, Vincent Defrane. Euh, ouais, bah le Tim Vanek, la Dr Tim, il y a une flopée de flacons, hein. Quand tu regardes la collection des produits qui sont distribués par Aquarium System, t'as une flopée de trucs, hein. Du départ du bac jusqu'à la mort du bac, hein. C'est Non, mais à la limite, qu'ils mettent un protocole pour le départ du bac, ça, c'est une logique. ouais. Donc, à la limite, leur protocole pour démarrer un bac, à la limite, tu peux l'utiliser à peu près les yeux fermés, je pense. Mais après, pour l'entretien, comme normalement ton bac est censé s'équilibrer grâce à la biologie à peu près naturellement, c'est là que tu te dis un protocole après pour les années qui viennent, tous les jours, t'en sais rien parce que tous les bacs sont différents. Tu peux Hmm. pas comparer un bac de SPS, un bac de LPS où tu as la moitié de mou et un bac que de mou. Et souvent, quand tu regardes leur protocole, il y a même pas. Alors si, euh, je crois qu'Aquaforest, ils donnent des différences, ou même Red Sea, pour les nitrateurs, ils donnaient des différences en fonction du taux de nitrate. Donc là, ils avaient quand même étudié le truc, donc c'est déjà mieux. Mais sinon, qu'est-ce que tu vas donner un protocole identique pour tous les bacs, alors que tous les bacs sont différents? Donc au départ, ça va marcher parce que les paramètres sont presque les mêmes, que les bacs sont pas chargés, donc tous les bacs au démarrage, peut-être que c'est calculé pour ça, ça va. Mais dès que le bac vieillit, tu peux plus comparer des bacs, parce Hmm. que ça n'a plus rien à voir. Je te dis, un bac où tu as 20 kilos de coraux mou et un bac où tu as 20 kilos de coraux durs où tu as seulement 100 grammes de matière vivante, ça n'a plus rien à voir. Donc tu peux pas faire un protocole identique. Tous les produits, si c'est le KH calcium, ça se mesure. Donc là, tu t'en fous, tu mesures, tu rajoutes ce qui manque, bah, y a pas de problème. Mais tout le reste, Même avec les ICP? ah bah si, pour les oligoéléments, tu peux te voir, c'est. Mais le problème, c'est que théoriquement, les oligoéléments, il y en a tellement peu au mer que même l'ICP n'arrive pas à déterminer quasiment, sauf pour le faire iode, des trucs comme ça, hein. Donc, là, c'est intéressant. C'est intéressant l'ICP pour voir justement quand il y en a trop. Ouais. Mais c'est très rare qu'il en manque d'oligoéléments finalement, parce que sauf dans les bacs de mou qui ont peut-être des gros besoins. Dans ce cas-là, c'est différent, hein. Mais pour un bac de espèces, comment veux-tu qu'il manque d'oligoéléments dès que et vu les très faibles quantités qu'il y a besoin, dès que tu as un peu de poisson, voilà. Ouais, donc qu'est-ce que tu penses des gens qui rajoutent justement des Sauf si tu oligos? sauf si tu beaucoup de corallines, toi, encore, c'est pour ça que je dis que c'est quand même compliqué. Et beaucoup, ou un refugial qui réclame des oligoéléments aussi, donc là, pourquoi pas. Mais le problème des oligoéléments, ils dépendent aussi du flux de nutriments, du flux de carbone, du flux d'azote et tout ça. Mais Hmm. comme on le calcule pas, mais c'est pour ça que l'analyse juste instantanée, c'est intéressant, il faut le faire. Mais je te dis, c'est surtout utile pour voir ce qu'il y a en trop. Ouais. Parce que s'il y a un truc en trop, ça peut foutre le bazar dans ton bac. Hein, si tu as trop de zinc et que tu as les doses normales indétectables pour reste, bah, tu sais que ça peut foutre le bazar dans ton bac. Ou si tu as trop de barium, ça arrivait avec certaines résines antiphosphate, que le barium en plus est toxique. Donc des fois, les gens qui ont 300 fois plus de barium que dans le fer, là, tu te dis, oh, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Euh, est-ce que dans le temps, il y a Arnaud qui demande, est-ce que dans le temps, un bac peut manquer de diversité bactérienne? Bon, si tu as des rejets vivants, enfin, oui, enfin, si t'as des variations dans les nutriments, ou tu as des poissons qui crèvent ou des trucs comme ça, pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai qu'a priori, je te dis, ou si tu les retires, justement, si les bactéries, si tu t'en rajoutes celles qui sont dans l'eau, elles sont retirées par les cumeurs ou utilisées comme nutriments. Donc, si tu en as besoin pour nourrir tes coraux, c'est logique d'en rajouter régulièrement. Mais c'est pour ça que je dis qu'à part celle-là, euh, rajouter des bactéries sans savoir lesquelles c'est tous les jours, ça sert pas à grand-chose, effectivement, parce que ta flore bactérienne, comme tu nourris pas tout le temps de la même façon, tu as à peu près la même charge de poisson, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça change trop, hein. Hmm. Tu peux pas te retrouver avec une souche de bactéries. De toute façon, des bactéries, toujours et puis quand elles disparaissent, elles disparaissent pas en fait, elles restent sous forme comme en dormant ou en kysté, mais dès que tu vas remettre les nutriments qui leur manquent, elles vont partir comme en 40, hein. Ouais, C'est une bactérie, je sais pas si ça peut vraiment disparaître complètement. En fait, ça se met en en période de dormance. dormance. Ou peut-être parce que c'est bouffé, hein.
si c'est recouvert par d'autres bactéries, là, peut-être qu'il en reste plus beaucoup. Enfin, que ça disparaisse complètement, c'est quand même peu. On dit que les cyanos, c'est à la fois c'est des bactéries, et mi-bactéries, mi-algues. Et Oui, parce est-ce que que les cyanos, elles peuvent décimer la population bactérienne normale d'un bac? ça, par contre, tu me poses une colle parce que je sais que ça limite des substances toxiques, mais plutôt pour les organismes supérieurs. Je sais pas pour les bactéries si elles sont vraiment toxiques parce que ça serait possible, alors, parce que il y a des plantes qui libèrent des antibiotiques, des trucs comme ça, hein, c'est possible. Hein. Mais là, il faudrait que je cherche parce que là, franchement, de mémoire, je sais plus. Ah, putain, je suis content, j'ai réussi à te coller. Ah, dis donc, Non, ben non, ça pas fait... microbiologie non plus, donc là, Non, non, mais je plaisante, Alain, je plaisante, Alain. je Ça fait sais bien. 20 ans, ça fait 20 ans qu'on discute ensemble, et c'est la première fois que je te J'ai pose une question. C'est la première fois, que j'ai pas, c'est moi-même qui ai pris les devants, donc j'ai pas pris l'air vexé, hein. la, J'ai jamais prétendu tout savoir. la, Justement, plus la on en sait, première plus on se rend question où tu sais pas, compte. putain, c'est génial ça. Est-ce qu'un taux de phosphate trop élevé explique un manque, est-ce qu'un taux de phosphate trop élevé, ça peut expliquer un manque de bactéries? Non, c'est pas que ça, c'est pas manque de maïs. Le problème, c'est que ce que disait comment le gars de la boîte là, c'est que si tu as des concentrations plus élevées, ça va favoriser peut-être d'autres bactéries. Ouais. Mais c'est pas que ça va être toxique forcément d'avoir trop de phosphate pour la bactérie qu'il y avait avant. C'est que une va avoir plus besoin va apprécier d'avoir plus de phosphate parce que déjà, je te dis, le phosphate c'est une source d'énergie. Hmm. Donc, une source d'énergie, ça veut dire que plus une bactérie se divise, plus elle a besoin d'énergie, plus elle va consommer de phosphate. Donc, on peut supposer que des bactéries qui ont des taux de croissance élevés ont besoin de beaucoup de phosphate, par exemple. C'est une hypothèse, hein, mais voilà, c'est Ouais. ce que je veux dire. Et puis, bon, après, il y a des bactéries qui accumulent les phosphates. Alors, je sais pas pourquoi, c'est utilisé en station d'épuration. Elles en accumulent plus que d'autres, mais je sais pas si c'est parce qu'elles poussent plus vite ou pour une autre raison, mais enfin bref, ça existe. Hein. Donc, de toute façon, c'est quand tu as une variation dans les proportions des différents nutriments, tu vas favoriser effectivement, alors, surtout pour des bactéries, où tu en as des milliers de variations de bactéries, donc avec des besoins métaboliques différents. Enfin, tout ça, c'est vrai que c'est forcément, dès que tu commences à avoir des variations importantes de nutriments, tu vas favoriser plus une bactérie de tes centaines que tu as dans le bac que l'autre. Ça, c'est Ouais, fatal. Hein. ouais, ouais. Hmm. Ok. Et puis après, c'est compliqué parce que tu as des coopérations entre bactéries, hein, comme dans notre intestin. Hein. Donc, il y a des bactéries qui vont se pousser plus si une autre pousse à côté d'elle parce que celle d'à côté va fabriquer une vitamine que l'autre c'est moins bien fabriqué. Il y a plein d'interactions. C'est super compliqué, ça. Ouais, et c'est quoi l'ordre d'idée de la croissance des bactéries? Il en a parlé, mais c'est-à-dire une population bactérienne, elle double tous les combien, tu le sais, toi, à peu près? Ah, c'est de l'ordre de quelques minutes, hein. Même, je crois que le plus rapide, ça peut être même dans les 30-40 secondes, hein. C'est super rapide. Hein. Ah oui, Ah ouais, enfin, en tout cas, les trois quarts, c'est dans une heure, c'est entre 20 minutes et une heure. Quoi. Sauf justement certaines bactéries comme les nitrifiantes, qui elles se développent beaucoup moins vite. les Là, c'est plusieurs dénitrifiantes. heures. Quoi. Dénitrifiantes. Mais bon, c'est moins d'une minute. Ça peut, s'il y a tous les nutriments, tout ce qu'il faut. Hein. Attention, dans un réacteur à bactéries, par exemple, Donc quand on fait des réacteurs à levure, bah, le taux de croissance, c'est monstrueux. Hein. les dénitrifiantes, elles se développent moins vite, donc c'est pour ça qu'ils proposent de démarrer à 30 degrés. Voilà. Hein, c'est ça, Et hein? donc, voilà. Et donc, quasiment toutes les autres bactéries se développent beaucoup plus vite qu'elles, de toute façon. C'est vraiment celles qui se développent le moins vite. C'est pour ça D'accord. que si tu as un nutriment qui favorise plus les autres, qui en plus se développe plus vite, bah, et puis comme ça se développe sous forme d'un film bactérien, bah, une fois que le film bactérien a poussé, il n'y a plus la place pour qu'elle vienne s'installer. Donc c'est ça qui est grave. C'est qu'après, c'est que tu auras un mal de chien à ce qu'elle se réinstalle, parce que même si tu as les conditions pour qu'elle pousse, elles auront plus de quoi se coller sur une surface libre. Il y aura d'autres bactéries. Là, si tu as une autre bactérie qui est installée, elle peut pas pousser au-dessus d'une autre bactérie. L'autre va pas se laisser faire. Donc, ouais, il faut une surface propre. C'est pour ça que c'est important de ne pas louper au démarrage l'installation de ces bactéries-là, parce qu'après, ça risque d'être trop tard. Et Enfin, ça va être les algues qui se développent au départ sur les roches vivantes ou les roches synthétiques, peu importe, elles peuvent gêner l'installation des bactéries, non?
Ouais, pas vraiment, parce que ça forme pas un film, elles sont fixées à la base, mais après, sauf des algues qui pousseraient par-dessus, évidemment, mais même les corallines, tu vois, le problème, les corallines, c'est une surface propre en soi, donc à la surface des corallines, tu as forcément un film bactérien aussi, hein. Hmm. Peut-être moins important que sur une surface propre, parce que je suppose que elles ne se laissent pas non plus recouvrir complètement, donc il doit y avoir sûrement une lutte biologique, parce que les algues, par contre, libèrent des antibiotiques. Donc là, peut-être que non plus, elles ne se laissent pas complètement recouvrir la coralline, parce qu'elle secrète des antibiotiques localement, c'est possible. Hmm. Mais de toute façon, les algues sont recouvertes de bactéries. La preuve, c'est que quand tu fais des cultures d'algues, on a essayé de faire des cultures axéniques. Des cultures axéniques, c'est des cultures stériles. On s'est rendu compte que les algues poussaient moins bien en axénique qu'avec des bactéries à leur surface. Parce que justement, les bactéries fabriquaient des vitamines dont les algues avaient besoin. Ah oui. Donc une culture sans bactéries, d'algues sans bactéries, ça veut dire que donc les algues planctoniques à leur surface, elles ont plein de bactéries. C'est comme nous, c'est que nous sur la peau, on a plein de bactéries, on a un microbiote cutané aussi, pas que dans les intestins, hein. Hmm. Ouais. Là, Donc il y faut a, pas se déplacer avec des tonnes de produits agressifs. Pour ça, le mieux c'est le savon de Marseille. ouais. Euh, pour diversifier les... Quand je pense au savon de Marseille, tu sais que ils ont fait une étude, le savon de Marseille, c'est la meilleure façon de lutter contre le paludisme. Parce que quand tu rajoutes 1% de savon de Marseille aux insecticides, c'est 10 fois plus efficace. Ah ouais. Donc, il faut passer de ça maintenant. Donc, il faut mettre 1% de savon de Marseille sur tout ce qui est insecticide. Et les moustiques, là, ils sont flingués en deux coulées gros lot, là. Et si t'as le palu, tu Puis bouffes en un plus, comme savon. les insecticides, c'est mieux d'en utiliser moins. Donc, Ouais. tu vois, tu rends les insecticides 10 fois plus efficaces en mettant 1% de savon de Marseille dedans. C'est une Bah, c'est torture. bien. Là, il y a Vincent, Ouais. l'ami Vincent, qui dit pour diversifier les souches bactériennes, est-ce que c'est judicieux, pertinent, suffisant d'échanger, je sais pas, de la flotte avec un vaccin, du sable, entre copains, de se passer un morceau de caillou, un Ah peu de sable? bah, on avait parlé un petit peu. Effectivement, même quand tu démarres un bac ou tu as un bac qui est en déséquilibré, si tu as un pote qui a un bac super équilibré, c'est sûr que c'est intéressant de récupérer une partie de son sable. Tu lui rachètes du sable neuf et tu lui échanges contre du sable vivant. Bien sûr, c'est une bonne idée. Ouais. Pour diversifier les souches, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que rajouter du Bah, phyto... d'ailleurs, euh, au début, il y a longtemps, il s'appelait Laporte. Le gars, c'était installé dans le Midi, je crois, je crois que c'était à Antibes à l'époque. C'est le premier qui vendait du sable vivant pour faire des filtres sous sable. Je te parle de ça il y a 30 ou 40 ans, hein. Mhm. La porte, faut regarder sur Internet, mais il n'existe plus. Mais il vendait du sable qu'il avait récolté en mer avec des bactéries. Mais le problème, c'est que c'était compliqué à transporter parce que les bactéries, elles ne pouvaient pas se garder non plus très longtemps. Donc, il les gardait, lui, dans les bassins avec des filtres sous sable. Toi, il les expédiait au dernier moment. Mais Ah ouais. ça s'appelait le sable La Porte. Ah bah je chercherai, ouais. C'était l'époque de Jaubert. En fait, Jaubert, il doit connaître. Ouais, bah si j'arrive à le choper pour faire le troisième épisode, on en parlera. Ouais, Euh, c'est vrai. est-ce que rajouter du phytoplancton tous les jours est bénéfique? Bah oui, parce que c'est de la nourriture aussi pour les coraux. Et Ok. puis, tu as aussi le plancton, le fameux plancton. Alors, j'ai oublié de revérifier pour trouver le nom. Tu as une cyano qui est vendue par les Allemands, qui est planctonique, qui est pas toxique, qui sert de plancton nutritif aussi, qui peut servir aussi. Eux, ils le vendent pour lutter contre les cyanos toxiques, les rouges. Ils Hmm. mettent cette cyano-là qui a les mêmes besoins, donc qui va concurrencer. Bah, par contre, je pense qu'il ne doit pas falloir mettre trop l'écumeur pour pas le virer. Mais con, j'ai oublié de rechercher, là. Bon, c'est pas grave. Et là, il y a Vlad BTC qui dit qu'il a mis du sable Laporte en 95 chez des gens. Sable, eau vivante et ozone. Ouais. Ouais, tu vois, 95, je n'étais même pas sûr que ça allait durer jusqu'à 95. Bah, Ouais, ouais. apparemment, si. Bon, bah écoute, Alain, ça fait quoi? Ça fait 1 heure et demie qu'on cause, bonhomme. Euh, Ouais. hmm, faudra qu'on s'en refasse, hein, dans le fond. Ah non, mais moi, tu m'appelles, il n'y a pas de problème, hein. Tu me laisses Ouais, un ouais. message Maintenant que j'ai ton numéro, ouais. même sur Facebook. Je regarde pas Facebook tous les 4 matins, mais quand même, puis maintenant que j'ai mon smartphone,
L'avantage, c'est que par contre, maintenant, Facebook, j'ai des notifications sur le téléphone. Donc, Ouais, normalement, je te dis pas que je le vois dans les 5 minutes, mais dans la journée, normalement, je vois qu'il m'a laissé ouais. un truc. Là, il y a Vlad qui dit les nouilles céramiques semblent héberger plus de biodiversité que le sable. C'est sur BRS TV que c'est passé ça. Ah oui, parce que le sable, s'il est trop fin, t'as pas autant d'organismes qui peuvent se balader à l'intérieur. Donc, dans des nouilles, tu as des copépodes, tu as des gamards, tu as plein de trucs qui peuvent se planquer là-dedans. Donc, c'est pour ça que dans un refuge, c'est intéressant d'avoir des gros graviers. C'est pour ça que Coral Unzourt, il met du gros gravier dans ses bacs mers de coraux, parce que les gros graviers, tu as pas mal d'espace, et tu as plein de copépodes, notamment on appelle ça les copépodes arpacticoïdes, c'est ceux qui vivent dans le gravier, qui se développent, et la nuit, tout ça, ça sort dans plein eau, ça nourrit tes coraux. Ouais. Alain, là, il y a quelqu'un qui propose un live, un entretien sur le réacteur à calcaire. Tu vois causer toute une soirée du réacteur à calcaire? Ah bah moi oui, je peux, ouais. Bon, bah ouais, on va le faire alors. Hein, on Mm. va le faire. On le fait un de ces quatre. On le fait un de ces quatre. Bon, ben voilà, j'espère que on a éclairci les interrogations, que vous avez bien compris le cycle de l'azote, les phosphates et compagnie et compagnie. Alain, je te remercie d'être toujours Ouais, dispo. plaisir. Euh, et puis, euh, et puis, ben, si on sait pas, si on se capte pas d'ici la fin de l'année, ben, qu'elle soit bonne, hein. Bah Et, ouais, vas-y. et puis, ben, à bientôt. À Ciao. bientôt. Je t'enverrai le lien Ciao. YouTube, tu pourras te voir là, tu verras comme t'es beau là. Allez, ciao Alain. Salut. Ciao. À bientôt. Salut.